Donc, premier cas clinique long, le cas clinique numéro 3. Un homme de 80 ans, en bon état général, consulte aux urgences de votre hôpital pour chute avec léger traumatisme crânien. Les premiers soins locaux sont réalisés aux urgences. Vous êtes ensuite appelé pour donner votre avis cardiologique concernant la chute. Il a déjà présenté depuis quelques semaines plusieurs épisodes de malaise, sans chute, sans perte de connaissance. Et par ailleurs, à l'interrogatoire, vous retrouvez un essoufflement anormal à l'effort depuis quelque temps, ainsi que des douleurs thoraciques en montant les escaliers. L'examen clinique du patient montre des bruits du cœur réguliers, la présence d'un souffle systolique rude, râpeux, maximum au deuxième espace intercostal droit et irradiant aux carotides. L'auscultation pulmonaire est normale. Vous réalisez l'électrocardiogramme suivant. Première question, interprétez son électrocardiogramme. Deuxième question, quelle est la pathologie valvulaire la plus probable chez ce patient? Quelle en est, toujours chez ce patient, la cause la plus probable? Et quelles sont les deux autres causes habituelles de cette maladie? Question suivante, le patient présente dans son lit un nouveau malaise avec un électrocardiogramme réalisé pendant la crise. Interprétez cet électrocardiogramme. Quelle est alors la cause la plus probable pour ce malaise dans ce contexte? Question suivante, quel est votre traitement dans l'immédiat? L'épisode aigu est géré. Quels critères de gravité clinique allez-vous rechercher concernant la maladie valvulaire? Quels en sont les signes de gravité à l'électrocardiographie? Quels traitements peuvent se discuter concernant la maladie valvulaire du patient? Après quel bilan préopératoire? Première question, interpréter son électrocardiogramme. Donc dans l'ordre, comme d'habitude, on commence par dire si le rythme sinusal est régulier. Donc on note une présence d'onde P devant tous les QRS. Tous les QRS sont précédés d'une onde P, donc un rythme bien sinusal. Il est également régulier. Les ventriculogrammes apparaissent à une cadence régulière aux alentours de 70 par minute. Ensuite, l'axe des QRS. Ils sont globalement positifs en D1, globalement négatifs en AVF, donc un axe dévié à gauche. Un hémibloc antérieur gauche, en l'absence de bloc de branche gauche, ou d'hypertrophie ventriculaire gauche. Ensuite, la morphologie des ondes P est normale. Il n'y a pas d'hypertrophie auriculaire droite ou gauche. L'espace PR est normal, entre 0,12 et 0,20 secondes, donc pas de BAV du premier degré. Ensuite, on recherche la présence d'une onde Q, qu'on retrouve dans aucune dérivation. Il y a un rabotage des ondes R sans onde Q en D3 et AVF. Ensuite, la largeur des QRS, ils sont larges, avec un aspect R, S, R' en V1 et V2, et un aspect grand R, grand S en V5 et V6. Donc ça, c'est un aspect de bloc de branche gauche complet. Dernière chose, la repolarisation. Les ondes T sont négatives dans la dérivation V1, V2, V3 qui correspondent au bloc de branche. Ce sont donc des anomalies de la repolarisation qui sont fonctionnelles, secondaires au bloc de branche. Donc on reprend la correction complète de l'électrocardiogramme. Rythme sinusal et régulier à 75 par minute. Déviation axiale gauche sans bloc de branche gauche, donc hémibloc antérieur gauche. Onde P et espace PR normaux. Aspect de bloc de branche droit complet avec RSR' en V1, V2 et grand R, grand S en V5, V6 avec onde T négative secondaire à cette anomalie. Question suivante. Quelle est la pathologie valvulaire la plus probable? La cause probable chez ce patient et les deux autres causes à éliminer dans cette maladie. Chez ce patient âgé de 80 ans, la cause la plus probable est celle d'un rétrécissement aortique calcifié dégénératif, également appelé maladie du Monkeberg. Donc c'est la première cause de maladie valvulaire du sujet âgé en France, la sténose aortique. Il s'agit d'un vieillissement de la valve aortique qui va devenir calcifiée, qui va un peu se rétracter et qui donc va être de plus en plus serrée au fil des années. Les autres causes à discuter mais qui ne sont pas à évoquer chez ce patient, la sténose aortique congénitale qui en général donne des symptômes dès les premières années de la vie ou à l'adolescence, et l'autre cause, le rétrécissement aortique post-rhumatisme articulaire aigu avec en général un contexte d'infection à streptocoque non ou maltraité dans l'enfance. Une diapositive vous montrant un aspect de rétrécissement aortique sur l'échographie galac transthoracique. La sonde d'échographie est ici, il s'agit d'une coupe parasternale grand axe. Le ventricule droit, le ventricule gauche. Ici la valve aortique et l'aorte initiale. Ici la valve mitrale. Donc on voit tout de suite les grosses calcifications de la valve aortique avec un degré d'ouverture vraiment très très faible. Ici une image anatomique de valve aortique qui a été opérée. Ici vous avez l'anneau aortique, les trois cusps aortiques, avec un degré d'ouverture très faible, traduisant donc une sténose de la valve aortique. Comment va réagir le ventricule gauche face à une sténose aortique? Il y a un obstacle à l'éjection du ventricule gauche, donc lors de l'éjection du sang du VG dans l'aorte, il va y avoir une augmentation de pression dans le ventricule gauche, une augmentation de la post-charge. Le ventricule gauche, pour lutter contre l'obstacle systolique, va devoir se muscler et donc s'hypertrophier.
Cette hypertrophie compensatrice est longtemps efficace. Même pour des efforts importants, les patients vont être asymptomatiques puisque le débit cardiaque va pouvoir s'accélérer. Au fil des années, le cœur va de moins en moins pouvoir s'accélérer à l'effort, de moins en moins pouvoir s'hypertrophier. Il va commencer à se dilater, à devenir hypokinétique et vont apparaître une altération de la fonction systolique du VG qui fera suite à une altération de la fonction diastolique, un trouble du remplissage qui sera dû à l'augmentation de la masse ventriculaire gauche dans le cadre de l'hypertrophie. Lorsque les anomalies de la fonction systolique apparaissent, il s'agit en général d'une sténose aortique très évoluée et déjà en dehors de toute ressource chirurgicale. Question suivante. Le patient présente un nouveau malaise dans son lit. Vous pouvez réaliser un électrocardiogramme percritique. L'interprétation de l'électrocardiogramme, on commence toujours par dire si le rythme est sinusal. Donc on regarde par exemple sur le tracé long qui est en bas. On s'aperçoit que les ondes P sont a priori régulières, mais qu'il s'agit d'un rythme non sinusal, puisque comme ici par exemple, les ondes P ne sont pas toutes suivies d'un QRS, et que comme là par exemple, les QRS ne sont pas immédiatement précédés d'une onde P. Donc un rythme non sinusal. Par contre, les oreillettes battent à une fréquence propre qui est régulière, et les ventricules battent à une fréquence propre qui est également régulière. Il s'agit donc d'une dissociation auriculo-ventriculaire. On a déjà le diagnostic de bloc auriculo-ventriculaire du 3e degré. Autre anomalie, on retrouve l'aspect de bloc de branche droit avec l'aspect RSR' en V1-V2 et grand R, grand S en V5-V6 avec les anomalies de la repolarisation qui vont avec. Au niveau de l'axe des QRS, il est par contre légèrement modifié, très négatif en D1 et très positif en AVF, donc plutôt une déviation axiale droite. Donc on reprend l'interprétation complète de l'électrocardiogramme. Rythme non sinusal mais régulier avec une cadence auriculaire et ventriculaire régulière. Dissociation auriculo-ventriculaire complète, donc bloc auriculo-ventriculaire complet ou du 3e degré. L'axe est dévié à droite. Il y a un bloc de branche droit complet qui existait déjà sur l'électrocardiogramme précédent. Donc le diagnostic, BAV complet ou BA1V3 syncopal. Les causes possibles de ce BAV chez ce patient. Compte tenu de son âge, il peut être indépendant de la maladie valvulaire aortique et être complètement dégénératif. L'autre cause à évoquer chez un patient atteint de rétrécissement aortique calcifié, serré, dégénératif, maladie de Monckeberg, est les calcifications, la coulée calcaire à partir de la valve aortique sur les tissus de conduction intracardiaque, sur le faisceau de His, qui peut occasionner ce trouble conductif de haut degré. Question suivante, quel est votre traitement concernant le trouble conductif ? Donc il s'agit d'un BAV complet syncopal, il s'agit donc d'une urgence cardiologique. Le patient doit être hospitalisé en soins intensifs de cardiologie. Comme d'habitude chez tous les patients en réanimation, repos strict au lit, mise en place de voies d'abord périphériques et un monitorage de la fréquence cardiaque, de l'électrocardiogramme, de la pression artérielle, de la saturation, de l'état de conscience et de la diurèse. Il faut corriger dans un premier temps tout trouble hydroélectrolytique pouvant occasionner un BAV complet, en particulier une hyperkaliémie, donc il faudra dépister et traiter. Comme dans la torsade de pointe, le sulfate de magnésium peut favoriser l'absence de récidive de troubles de la conduction après correction. Il faut de nouveau accélérer la fréquence cardiaque du patient puisqu'il est en BAV complet mal toléré. Pour ça, on peut utiliser la voie médicamenteuse, toujours l'isoprénaline, l'isuprel, soit à la seringue électrique, soit sur un pochon avec un débit adapté à la fréquence cardiaque que l'on souhaite. Il faut toujours traiter tous les symptômes, à savoir la défaillance hémodynamique par un remplissage, voire un traitement par inotrope, mais il faudra faire très attention à cause du rétrécissement aortique. Et en ce qui concerne la défaillance ventilatoire, l'oxygénothérapie. Pour accélérer la fréquence cardiaque, en cas d'échec ou en plus de la possibilité médicamenteuse, on peut de nouveau poser une sonde d'entraînement électrosystolique par voie veineuse centrale, en général fémorale, sous anesthésie locale, et stimuler le ventricule droit à la fréquence choisie. Au décours de cet épisode, il faudra évidemment poser à ce patient un pacemaker, étant donné la présence d'un trouble conductif de haut degré sur son électrocardiogramme non percritique, la présence d'un BAV complet percritique, et surtout la présence d'une cause dégénérative, a priori non curable. Donc il faudra substituer au faisceau de His en mettant un pacemaker. Question suivante, l'épisode aigu est géré. Quels critères de gravité clinique allez-vous chercher concernant la maladie valvulaire ? Donc il s'agit d'un rétrécissement aortique calcifié, a priori serré. Il y a des signes cliniques de gravité qu'il faut bien connaître. Le premier, c'est un signe auscultatoire. C'est la diminution, voire l'abolition complète ou le dédoublement du deuxième bruit, qui traduit la fermeture de la valve aortique. La disparition du deuxième bruit signe la présence d'un rétrécissement aortique hyperserré. En cas de présence d'insuffisance cardiaque, d'abord gauche,
traduisant l'altération de la fonction systolique ou simplement l'altération de la fonction diastolique, il s'agit déjà d'un signe de gravité. Lorsqu'apparaissent les signes droits, il s'agit en général d'une insuffisance cardiaque droite secondaire à l'insuffisance cardiaque gauche, donc une grande défaillance ventriculaire gauche, donc a priori un rétrécissement aortique très très évolué et en dehors de toute ressource thérapeutique, en tout cas chirurgicale. Les autres signes de gravité qu'il faudra chercher, toujours dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, la présence de bruit diastolique, un B3 ou un B4, qui vont traduire l'augmentation des pressions de remplissage du ventricule gauche. Quels sont les critères échocardiographiques de gravité de cette maladie? Donc ils sont simples, il y en a 3 à connaître. Comme dans toute sténose valvulaire, la surface, le gradient transvalvulaire et les pressions intracardiaques. La surface aortique normalement fait 3 cm² chez un sujet sain. Lors d'un rétrécissement aortique serré, elle est inférieure à 1 cm² ou 0,6 cm² par mètre carré de surface corporelle. Ensuite, le gradient moyen. Lorsque le sang est éjecté du ventricule gauche dans l'aorte, normalement il n'y a pas de gradient, ça se fait sans gradient de pression entre les deux cavités. Lorsqu'il y a un rétrécissement aortique, lorsqu'il y a un obstacle à l'éjection du ventricule gauche, il va y avoir un gradient, et ce gradient est important, on parle de sténose serrée lorsqu'il dépasse les 40 mm de mercure. Autre critère de gravité, altération de la fonction systolique du ventricule gauche, qui va se traduire par une diminution de la fraction d'éjection en moins de 60% et une élévation des pressions intracardiaques droite avec une HTAP. En échographie cardiaque transthoracique, les signes de gravité, on retrouve ici l'image qu'on avait vue tout à l'heure de calcification très importante de la valve aortique en coupe parasternale grand axe. Ici, on voit en tout petit la coupe apicale des 4 cavités, le curseur est au travers de la valve aortique, et on voit ici ce flux éjectionnel qui est anormal, il ne devrait pas exister, donc il s'éloigne de la sonde, éjection du sang du ventricule gauche dans l'aorte qui traduit le gradient entre les deux cavités cardiaques. Quels traitements peuvent se discuter pour traiter ce rétrécissement aortique calcifié serré? Le seul traitement à proposer tant que possible est un traitement chirurgical curatif. Donc il faudra remplacer la valve aortique. 2 possibilités, soit par une valve mécanique, soit par une valve biologique, une bioprothèse. En cas de contre-indication chirurgicale, en cas d'altération de l'état général trop importante, en cas de défaillance hémodynamique ou en cas de sténose aortique très serrée en grand bas débit non chirurgical, 2 autres techniques peuvent se discuter, mais seulement en cas d'impossibilité de remplacement de la valve. On peut remplacer la valve aortique par voie percutanée. Donc ça, c'est une technique très élégante qui est encore à l'état de protocole, ou par voie artérielle fémorale, on va passer comme un stent coronaire, un gros stent au niveau de l'ouverture de la valve aortique. On va écraser la valve aortique native contre la paroi de l'aorte. Ensuite, à l'intérieur de ce stent est positionnée une valve mécanique qui va s'ouvrir et se fermer en fonction du cycle cardiaque. Autre possibilité, la dilatation par voie percutanée, toujours comme lors d'une coronarographie de la valve aortique. Elle donne de mauvais résultats, surtout que les valves sont en général très calcifiées avec un risque embolique très important, mais donc une technique à réserver aux patients qui ne sont pas opérables. Chez ce patient âgé de 80 ans, en première intention, le remplacement devra se faire par une bioprothèse aortique. Il ne faut pas oublier de rementionner le pacemaker si ce n'avait pas été fait lors des questions précédentes. Il faudra un pacemaker chez ce patient, soit avant l'intervention dans le cadre de l'urgence, soit au décours de l'intervention. Dernière question, quel bilan préopératoire demander chez ce patient de 80 ans? On commence par le bilan préopératoire biologique, le bilan d'opérabilité, une fonction rénale, bilan hépatique, dosage des enzymes cardiaques et de la troponine pour rechercher une cardiopathie ischémique associée, un bilan d'hémostase complet avec numération, TPTCA, groupe Rhésus-CRAI, obligatoire en bilan préopératoire. Les sérologies virales préopératoires, hépatite B, hépatite C et HIV, toujours avec l'accord du patient, puisqu'il y a un gros risque de transfusion péropératoire ou post-opératoire. Il faut avoir absolument le statut viral préopératoire des patients. Maintenant, les examens non biologiques. D'abord, évaluer la fonction respiratoire avant la chirurgie, gaz du sang, épreuve fonctionnelle respiratoire. Ensuite, rechercher une contre-indication à la circulation extracorporelle en faisant un Doppler des troncs supraortiques. En cas de l'absence de sténose, la CEC est autorisée. En cas de présence de sténose serrée, il faudra traiter cette sténose en chirurgie avant la chirurgie valvulaire, en général dans le même temps opératoire juste avant. L'examen le plus important, la coronarographie, qui peut valoir un 0 s'il est oublié, ce serait le seul pour ce dossier. Tous les patients âgés de plus de 40 ans qui devaient être opérés d'une valve cardiaque doivent avoir une coronarographie systématique préopératoire. En cas de sténose coronaire serrée, il faudra les traiter, même en l'absence d'ischémie documentée, par des pontages orthocoronaires en même temps que le remplacement de la valve aortique. Il faut également, de manière très importante, éliminer tout foyer infectieux dentaire et ORL avant la chirurgie. Donc pour ça, il faut
un panoramique dentaire, une radiographie des sinus et une consultation avec le stomatologue et l'ORL. En cas de présence d'infection dentaire, il faudra les traiter avant, voire extraire les dents avant l'opération. En cas d'infection ORL, il faudra aussi la traiter au préalable. Consultation d'anesthésie, consultation de chirurgie cardiaque, obligatoire avant l'intervention. En conclusion pour ce dossier, qui traite 2 questions de l'ENC. La première question, malaise avec perte de connaissance, donc les causes cardiaques. Ici, il y a 2 causes cardiaques possibles. Un trouble conductif de haut degré, donc on parle de tout le traitement, l'accélération de la fréquence cardiaque, la correction de tout facteur déclenchant et le traitement de fond, le pacemaker. L'autre cause de malaise possible est le rétrécissement aortique calcifié serré chez ce patient. Concernant la valvulopathie du patient, comme toutes les valvulopathies qui sont au programme de l'internat, l'IM, le RM et l'IM, l'IA et le RA, il faut bien connaître les signes de gravité clinique, électrocardiographique, connaître les indications opératoires, les différentes possibilités chirurgicales, surtout qu'en 2006 sont parues de nouvelles recommandations concernant la mise en place de bioprothèses ou de valves mécaniques chez les patients valvulaires. Et il faut connaître absolument le bilan préopératoire complet, qui est le même pour toutes les maladies valvulaires, et surtout ne jamais oublier la coronarographie préopératoire.